messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, plusieurs invités répondu présents à notre invitation et nous font le plaisir d'être parmi nous pour parler de plein de belles choses, en tout cas des choses très intéressantes, surtout en cette période de vacances estivales. Eh bien, nous allons tout d'abord nous intéresser aux arts plastiques et visuels avec deux invités qui ne manquent pas de créativité et qui ont une belle actualité à vous proposer en cette période de vacances. Il s'agit de monsieur Kamal Bellatrache, artiste peintre, et Mourad Hamla, qui est artiste dans les arts visuels. Vous allez voir tout à l'heure tout ce qu'il réalise. Et puis, nous nous intéresserons également aux langues étrangères et à leur apprentissage aux enfants ainsi qu'au summer camp. Eh bien, notre invité s'est lancé et se décarcasse tout cet été pour que les enfants passent de bonnes vacances tout en apprenant. Il s'agit de Riyad Jafar. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir tout ce beau monde et d'accueillir tout ce beau monde, je vous invite à apprécier cette chanson et on revient juste après. À tout de suite.
Voilà. Et nous sommes de retour après cette belle chanson et le retour signé, le retour de Hanan Belkhairi. Après avoir passé de bonnes vacances, en tout cas, eh bien, c'est à nous maintenant de lui dire marhaba, shukran li l'aouda Hanan. Et puis, il est temps pour moi de recevoir mes invités. Kamel Beltarash, comment ça va? Ça va, Wallah, alhamdoulilah. Bienvenue, ravi de vous avoir comme à chaque fois et de passer un agréable moment avec vous. Je reviens à ma deuxième famille. Hein. C'est ça, exactement. Et puis, j'ai le plaisir de recevoir cet après-midi Mourad Hamla. Bienvenue. Merci beaucoup. Très Comment ravi d'être allez-vous? ici. C'est Très votre première dans cette émission, en tout cas. Oui, c'est la première. Vous êtes, c'est la première fois que vous passez avec nous. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir pour justement parler de toutes les belles choses que vous faites et dans ces techniques dans lesquelles vous vous êtes lancé, j'ai envie de dire. Et je finirai par Riyad Jafar. Bienvenue. Merci madame, c'est toujours un plaisir d'être ici parmi vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est l'été. C'est l'été. Donc quand on vous voit, on pense à l'été et aux activités justement de nos enfants. Exactement. Voilà, comment leur faire apprendre tout en passant du bon temps. Eh bien, vous êtes lancé dans ça, un beau projet que vous avez lancé. Oui. Justement, on va parler de tout ça tout à l'heure avec vous. Tout à fait. Mais juste avant, je pense que tout le monde s'intéresse aux arts plastiques, à la peinture, à la créativité. C'est le cas de notre invité, donc Kamel Beltarash, qui est artiste peintre, n'est-ce pas? Bon, voilà. Je suis plus scénographe qu'artiste. Scénographe déjà. Bon, la peinture, c'est-à-dire que je suis revenu pendant la période du Covid. Moi, c'est plus scénographique. Justement, on va parler un beau parcours, en tout cas, dans la scénographie, ici même, au sein de la télévision algérienne. 32 ans. 32 ans. Mais ça passe vite. Oui. Ça passe vite. Déjà, ça fait 2 ans que j'ai pris ma retraite. Moi, un artiste, c'est-à-dire un artiste, bien sûr, il y a des artistes, un artiste avec moi, c'est-à-dire on n'a pas de retraite. Non, pas du tout. C'est juste une nouvelle vie qui commence. C'est vrai. C'est-à-dire avant, je faisais ce qu'il voulait, maintenant, je fais ce que je veux. C'est vrai. Et donc, justement, dans la scénographie, vous avez eu à faire plein de belles choses. Est-ce qu'il y a un rapport, justement, avec la scénographie c'est-à-dire, maintenant, c'est-à-dire cette année, j'ai décidé, quand je dis cette année, c'est-à-dire 2023, là, j'ai décidé de revenir, c'est-à-dire à mon premier amour, c'est les aquarelles, la photo. Comme j'ai fait la photo avant, c'est-à-dire au Beaux-Arts, parce que je suis un ex-beaux-artiste. Après, j'ai fait des études en scénographie en URSS. Là, je reviens, c'est-à-dire je reviens à la photo cinématographique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut dire, c'est une photo en storyboard, parce que là, la photo, elle se diffère de la photo que les photographes prennent. Exact. Et bon, à l'aquarelle, parce que l'aquarelle, avant, quand j'étais au Beaux-Arts, il n'y avait pas d'infographique. C'est-à-dire, on faisait les ronds du Tana en aquarelle. Oui, d'accord. C'est ça. Même maintenant, c'est-à-dire, je donne des cours de module de scénographie au Beaux-Arts. C'est quoi un rendu en aquarelle? Parce qu'on l'a 3D. C'est un petit peu l'ancêtre peut-être Bon, de parce la que 3D. Non, la 3D, c'est la dernière étape. La 3D, c'est-à-dire que si j'étais par exemple, je ne sais pas, une boîte comme la Haja, j'achète un projet, c'est-à-dire vous ne pouvez pas me montrer une esquisse sur la Haja en 3D, c'est-à-dire la 3D, c'est la dernière étape. La dernière étape du projet. Le plus important, c'est l'esquisse. L'esquisse, elle se fait à partir d'un crayon et une aquarelle, c'est-à-dire pour me montrer ce que je veux. On bat bien sûr, vous montrez à 70%, parce que la virtuelle, il restera toujours virtuel, il ne remplacera jamais le réel. C'est ça la différence. Et maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est-à-dire, au niveau de l'exposition là que j'ai fait avec ma femme, c'est-à-dire ça fait notre 6e exposition ensemble, un duo. Je mettrai le chemin, c'est-à-dire on le fait ensemble. Oui, c'est bien. C'est la peinture, et moi, justement, est-ce que elle vous donne des conseils? Est-ce que vous l'avez sollicité justement quand vous vous êtes lancé durant la période du Covid? Vous savez, c'est-à-dire là, on se complète. Il y a les artistes peintres, moi je suis scénographe. Bien sûr, on se critique, mais c'est toujours la critique positive, bien sûr. Constructive. Je lui donne des idées, elle me donne des idées, vu que je suis un architecte d'intérieur, c'est-à-dire plus que j'ai fait de l'architecture d'intérieur au niveau des beaux-arts. J'ai fait de la scénographie, automatiquement on se complète. Parce qu'il y a des choses, un artiste peintre peut-être ne connaît pas la perspective et tout ça, maintenant, c'est un autre monde. C'est-à-dire on se complète, mais l'école russe restera toujours l'école russe. Elle nous dépasse, bien sûr, parce que c'est-à-dire peut-être il commence le dessin, c'est-à-dire il y a qui est avec nous, l'ANA, c'est-à-dire les cours et tout ça, jeune âge, 2-3 ans. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Je vais vous raconter quelque chose. Il y a un autiste qui venait chez moi la dernière fois, il m'a décrit tout un tableau. Quand j'ai demandé à sa maman, est-ce que vous le laissez dessiner? Madame, la peinture, c'est une thérapie. Oui, bien sûr. Je conseille, il faut laisser nos enfants.
il sûr. faut laisser les enfants s'exprimer, c'est connu ça. La peinture, c'est une thérapie. J'ai commencé à peindre pendant la période du Covid. Je peignais avant, c'est-à-dire j'ai eu un diplôme, j'ai un prix, tout ça. Bien sûr. Mais je suis revenu à la peinture et j'ai trouvé que la peinture, c'est une thérapie au sens propre du terme pendant la période du Covid. Oui, c'est vrai. C'était pas la peinture. Oui, on était isolés, on ne pouvait pas sortir, donc il fallait trouver des choses qui allaient nous faire du bien, justement, qui nous permettent de s'évader. Justement, même là, cette exposition-là, le thème c'était plus Casbah parce qu'il y a des photos que j'ai prises pendant la période du Covid. La Casbah était vide, on prenait même des esquisses. Moi et ma femme, on s'asseyait sur les escaliers là, on faisait des esquisses, je les ai repris en aquarelle, elle en peinture. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Justement, donc cette exposition qui se finit demain. Voilà, il faut le dire. Donc pour que les gens justement puissent passer aujourd'hui et demain, inclus bien évidemment. Donc parlez-nous, Kamel, des œuvres justement que vous avez réalisées, que vous proposez dans cette exposition. Cette fois-ci, j'ai exposé des photos. C'est des photos scénographiques. Donc quel est l'intitulé de cette expo? Ça va revenir, bien sûr, ça va revenir. C'est pas grave, ça va revenir. C'est un moment détente et de plaisir. C'est déjà intitulé l'exposition moment détente et de plaisir. Exactement. Déjà, on ne donne pas de nom qui me à nos œuvres. C'est-à-dire, c'est un moment détente et de plaisir. C'est-à-dire, quand il rentre le spectateur, le visiteur, il voyage à travers nos œuvres. C'est-à-dire, on laisse le visiteur voyager. C'est ça, Morad. C'est ça un petit peu. C'est le but. C'est le but. Et le but de chaque artiste, parce qu'il y a un artiste avec moi, c'est-à-dire, le but, le plaisir, quand le spectateur, il voyage. Donc, il y avait un autiste, un autiste, on nous dit, c'est un autiste. Oui, c'est vrai, il m'a décrit, il commencé à le toucher. Donc, je sors d'ici, je vais dire, il y a des écrits en aquarelle. Bien sûr, il y a tout tout ce qu'il faut, toutes les... Et c'est un autre monde. D'accord, donc pour cette fois-ci, la Casbah vous a inspiré, n'est-ce pas? La Casbah ne m'inspire pas, je suis un enfant de la Casbah. Oui, la Casbah, voilà, elle vit déjà. en moi. Elle vit en moi. Déjà. s'il y a déjà, parce que je suis un enfant de la Casbah, c'est-à-dire ma mère est née à Casbah, mon père à Zoutcharion. Je suis un enfant de ces ruelles-là. C'est-à-dire, la Casbah, c'est tout un âme, c'est pas un quartier. C'est-à-dire, quand je suis à la Casbah, je suis dans mon assiette, comme on dit. C'est ça. Et est-ce que Kamel Beltarch, l'artiste, a un autre regard? De la Casbah? Oui. Par rapport au regard du petit garçon, comme vous dites. Il y a un artiste avec moi. Je connaissais deux noms, donc je le vois maintenant. Voilà, parce que je connais la personne, mais je ne connaissais pas. C'est-à-dire maintenant, je connais ce nom-là. Il y a des artistes, quand on voit la Casbah, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on la voit autrement. Oui. Un artiste, il est sensible, Tout à fait. Quand je vois parce que j'ai essayé de montrer le côté positif de la Casbah, parce que la Casbah, il y a des endroits où il y a un méribou, certes, ça fait mal au cœur, parce que c'est l'âme d'Alger. Toute Casbah, que ce soit celle de Bjaya, celle de l'Es ou celle de Choucha, celle de Constantine, chaque ancien, c'est l'histoire. Et on la voit, nous, les artistes, autrement. C'est-à-dire, quand je rentre, c'est-à-dire, je semble, je ne suis pas seul. C'est-à-dire, c'est un autre monde, je ne sais pas comment le décrire. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous avez pris en photo avant de les mettre en aquarelle? Les portes, les allées, quelles sont les choses? C'est des ruelles, c'est des endroits qui ont marqué l'histoire. C'est-à-dire, les portes, c'est plus ma femme, parce que normalement, sa prochaine exposition, ça va être les portes de la Casbah. Et qu'il y a une chose que je vais vous dire, ça dit que chaque porte, elle se diffère de l'autre. C'est toute une histoire. Bien sûr, oui. Bien sûr. La dernière fois que je l'ai pris, parce que ma prochaine peut-être expo, ça va être la Casbah Fillé. Je vous dis ça, mais que personne n'a encore l'a fait. C'est bien aussi, j'imagine. Parce que des fois, quand ils entendent la Casbah, ça dit, Fillé, c'est... Ils ont peur. Je ne voulais pas dire ce mot-là. J'encourage les gens à aller, parce que la Casbah, je me sens plus en sécurité à la Casbah qu'ailleurs. Il faut dire ce qu'il en est. Pour un photographe, c'est très intéressant. J'ai des photos ici. Voilà, comme dit monsieur. J'ai des photos, je vais vous les montrer. Pour un photographe, c'est très intéressant aussi. Wallah, c'est extraordinaire. Tu fais la vraie Casbah, il faut l'avoir filée. Et moi, j'encourage les gens à aller, parce que, bien sûr, ça a des endroits, bien sûr. Et donc, le soir, justement, prendre des photos, c'est un projet. Le soir, ça donne autre chose. Même ma femme, j'étais avec ma femme, elle est étrangère et tout ça. D'accord. C'est un autre monde. Très bien. Donc, une belle exposition, en tout cas, qui a duré combien de temps? 20 jours.
20 jours. Et c'est ça le but justement et l'objectif de l'artiste, hein, c'est l'exposition, c'est d'aller à la rencontre du public. Hein. Il y a artistes et artistes. Il y a des artistes en général, on se dit faire. C'est-à-dire, le but, c'est montrer le vrai et la beauté d'Alger et de l'Algérie. Exact. Parce que même très ma femme, peut-être qu'elle est plus algérienne que moi, parce qu'elle peint l'Algérie, la Casbah, tout ça, Djaya, Constantine, c'est-à-dire elle est trop inspirée. Parce que déjà la première fois quand elle a vu la Casbah Gerdaya, il voit la chose autrement. On est des enfants de l'Algérie, c'est-à-dire j'ai travaillé en tant que guide accompagnateur de temps, c'est-à-dire je connais mon pays. Mon pays c'est Qara déjà. Qara c'est un continent, c'est pas un pays. C'est une richesse. On a un très beau pays, il faut le dire. Mais c'est-à-dire à travers nos expos, c'est-à-dire que c'est un voyage qu'on profite de donner aux visiteurs. Exactement. En fait, on leur offre un voyage tout en venant dans une galerie d'art. Et justement, c'est dans quelle galerie que l'exposition? Mohamed Rassim. Voilà, Mohamed Rassim, donc au centre d'Alger. D'Alger. Voilà. Et on va aussi parler justement de l'apprentissage pour les jeunes, puisque vous êtes aussi enseignant aux Beaux-Arts et que vous avez plein de beaux projets avec vos étudiants. Bien sûr, j'essaie de transmettre, bien sûr. Et justement, est-ce que les méthodes, puisque tout à l'heure aussi, je vais en parler avec notre invité Riyad Jaafar, est-ce que les méthodes d'apprentissage évoluent aujourd'hui? Donc les méthodes d'apprentissage, bien sûr, qui évoluent aujourd'hui, c'est-à-dire les années 90, 80 ou 2000, c'est un autre monde. On est en 2024, c'est-à-dire même les étudiants de maintenant, c'est-à-dire ils se diffèrent aux étudiants d'avant. C'est-à-dire les étudiants maintenant, donc la génération 2000, ils ont 24 ans, c'est-à-dire tarbaou avec un portable, tarbaou avec... c'est un autre monde. Déjà, pour le faire comprendre, c'est quoi un crayon, pour eux, c'est mais il faut leur faire comprendre que le crayon fait partie de l'artiste. C'est une école qui forme des artistes. Si tu ne maîtrises pas le crayon, on a appris l'informatique. Ils sont nés avec l'informatique. C'est ça la différence. Oui, il faut comprendre, le prof, il est à la disposition de l'élève. Ce n'est pas l'élève qui est à sa disposition. Il faut qu'ils te les mentalités. Parce que quand il y a des profs, ils disent l'élève est à sa disposition. Non, on est à la disposition. Donc là, on n'essaie pas de leur faire comprendre ou de leur apprendre. C'est-à-dire, on essaie de leur montrer, de leur donner l'expérience qu'on a eue au niveau de la scénographie. Autant que scénographe, je parle là, j'ai été parmi les premiers scénographes qui ont été formés par le CAIC. J'ai parmi les premiers, le seul qui a exposé en URSS. J'essaie de transmettre ce que j'ai appris pour la télévision. C'est une école, hein. Oui, une grande école. Parce que le système des Hadaya, bien sûr, quand on travaillait dans le temps, on avait 78 émissions par semaine, c'était pas facile. Exact. Alors, quand je vois donc maintenant tout ça, je me dis, ces gens-là, ils ont de la chance. Le réalisateur confirme, Khalifa Balaman nous confirme. J'ai la chance de travailler avec lui. Bon, c'est pas pour le flatter, c'est pas de mes habitudes. C'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs en plus. Le seul défaut qu'il a, qu'il aime le mouloudia. Allez. En tout cas, une belle exposition. Et donc, on revient à l'école des Beaux-Arts. Et puis, vous faites aussi des sorties, des projets avec les étudiants. Oui, je les ai ramenés même à la télévision. C'est-à-dire, la prochaine peut-être rencontre qu'on va faire, parce que j'essaie de... On enseigne une nouvelle génération des Beaux-Arts, c'est-à-dire j'essaie de les faire déjà pour qu'ils se connaissent, parce que l'ancien connaît la route. Oui. La route peut-être il marche plus vite, mais l'ancien connaît la route. C'est-à-dire l'élève ne dépassera jamais le prof, parce que depuis 79 que je suis dans ce domaine, mais je suis c'est quoi la scénographie. Avec l'expérience. J'essaie de transmettre ça et leur faire comprendre. La vie professionnelle, ce n'est pas la vie d'étudiant. Exact. C'est un autre monde. Oui. Même, c'est-à-dire, je donne j'ai la chance de donner des cours techniques au niveau du centre de formation Tana, c'est-à-dire la scénographie, c'est autre chose. C'est un autre monde. Parce que vous avez dit, la scénographie, c'est le théâtre. Non, c'est le théâtre, télévision. Un décorateur ne deviendra jamais un scénographe. Par contre, un scénographe, il peut faire n'importe quel décor de télévision. Parce que le scénographe, c'est le théâtre, cinéma, télévision, musée, tout ce qui est scène. Exact. C'est un mode qui... En tout cas, un beau métier, que vous, justement, une belle expérience que vous partagez, que vous transmettez à la jeune génération, et c'est tout à votre honneur, bien évidemment. On va continuer d'en parler, mais ce que je vous propose, puisqu'on parlait des Casbahs, justement, des différentes Casbahs, je vous invite à apprécier ce reportage. Il s'agit de la Casbah de Dellet, cette fois-ci. Je l'adore. Et on revient juste après. À une centaine de kilomètres d'Alger, Délice est une ville méditerranéenne typique, où s'harmonisent les styles berbères, andalous, aussi bien dans les techniques de construction que dans le décor des habitations. C'est la plus ancienne Casbah d'Algérie qui date de 1068.
Les premiers noyaux de la Casbah de Délice ont été faits par le fils du prince d'Almeria d'Espagne, qu'on appelle El Mou'iz Daoula Ben Samadah. Sinon, on a au Stade d'Art, c'est kif qui mal les autres Casbah, par exemple, celle d'Alger. On a notre Sqifa à nous, on a notre patio, on a le biot, on a le ghoraf, on habite Saboun. Et puis, on a un petit avantage peut-être à d'autres Casbah, c'est qu'on appelle le riad. C'est qu'on ne trouve pas, par exemple, à Alger. On retrouve également d'autres techniques architecturales méditerranéennes, comme l'appareillage en pierre de taille et en briques à la façon byzantine. Les escaliers en pierre sont soutenus par de petites voûtes. Si on ouvre la porte, on trouve un sqifa. Et sqifa, on trouve une muraille qui sépare le Stade d'Art. Donc on laisse une petite porte pour entrer. Mais le reste, en même temps, c'est un genre de cave ou un débarras. En même temps, si on entre directement, on trouve des femmes. Et c'était la culture de l'horb. Donc un homme ne se croise pas avec une femme à sa maison. Donc il va frapper la main. Il safaq en arabe. C'est-à-dire sqifa, laisser la route. C'est-à-dire qu'il y a une personne étrangère qui va entrer à la maison. Donc les femmes se cachent le biout en bas et avec un rideau, il n'y a pas de porte en bois. C'était des rideaux. Et se cachent juste après que la personne entre chez la famille qu'ils viennent. Nous avons rencontré Amir Rabah Belhawa, qui était notre guide durant notre visite. Son seul souhait, c'est de préserver ce patrimoine qui est considéré aujourd'hui comme un trésor qu'il ne faut pas ignorer. Et je viens ici, c'est juste par nostalgie. Parce que chaque 30 cm carré, j'ai un souvenir. Je viens juste par nostalgie. كنا احنا هنايا عايش مع دار عمي عايشين هنايا كاع الاخر قلت لك on n'a jamais senti qu'on était nombreux tellement qu'on était unis. Les caractéristiques architecturales andalouses qui font de la Casbah un cas particulier au Maghreb, sans les riads ou les jardins potagers. À Alger, ils ont les stouh. Nous, on a le riad. Le riad, c'est le jardin. Il y a qui sont à l'intérieur des maisonnettes. Il y a à l'extérieur. À l'intérieur, on trouve des petits jardins pour les premières nécessités de potage. Et à l'extérieur, on trouve un grand jardin qui a une vue sur la mer. En plus, ils font des écuries pour leurs chevaux. Et la deuxième partie, avec un puits, pour les premières nécessités de potage, en même temps les fruitiers, des légumes. Et en général, on trouve le citronnier et on trouve le jasmin. Ça, c'est obligatoire à tout habitant. La Casbah de Délice, un site historique à vocation touristique qui vaut bien le détour. Voilà, donc un beau reportage signé notre collègue et ami Ferial Hamdi. Il s'agit de la Casbah de Délice. Elle inspire aussi, hein. J'imagine qu'elle inspire les artistes. Des anciens artistes, parce qu'il y avait des orientalistes qui venaient en Algérie pour peindre l'Algérie. Exact. Alors que la Casbah de Délice, quand vous la voyez, c'est un autre monde. C'est-à-dire, déjà, Délice elle-même, c'est une belle ville. Oui, c'est vrai. C'est un autre monde. On l'appelle la coquette, voilà, Délice la coquette. Voilà, en tout cas, une belle exposition. La Casbah vous a inspiré et vous inspire encore. Vous êtes un enfant de la Casbah, ça on l'a bien compris. Donc, prochain projet, des photographies le soir. Et j'imagine que le rendu va être époustouflant. On en a rarement vu. C'est une première. Voilà, on en a rarement vu. Un enfant de la télévision, on va faire ça. Très bien. En tout cas, vous viendrez partager avec nous comme à chaque fois. Avec plaisir. Et on va continuer toujours de parler de créativité, d'art visuel cette fois-ci. Justement, on parlait tout à l'heure des étudiants, la nouvelle génération justement. Et c'est le cas de notre invité, Mourad Hamla, puisque vous aussi, vous êtes artiste, vous êtes très créatif, c'est pour ça que vous êtes avec nous. Mais vous avez commencé avec la photographie, n'est-ce pas? Donc racontez-nous un petit peu votre parcours. Alors la photographie, elle est venue accidentellement.
fait, ce qui m'intriguait le plus au départ, c'est les albums photos qu'on a à la maison. Ça m'a toujours intrigué. Les images figées. D'accord. Et dans ma famille... Les anciennes photos aussi. Il y a des grands-mères ou des tontons, enfin des personnes de ma famille que je n'ai pas connues. Oui, c'est vrai. Et ça m'a toujours interpellé les histoires qu'il y a autour des photos. C'est vrai, de ces personnages, de ces photos, des lieux. La seconde dynamique, c'est principalement, il y a une période où j'ai absorbé beaucoup d'images avec la télévision, évidemment. Donc, tout ce qui est animation, cinéma, série, enfin, c'est D'accord. Et ces deux mélanges-là ont fait que ça m'a, disons plus tard, ça a remonté. D'accord. Et évidemment, il y a aussi le besoin de raconter des choses. Oui. Parce que, c'est ça. Disons, personnellement, j'ai vécu, j'ai trouvé le moyen de m'exprimer à travers l'image. D'accord. Donc là, le premier point qu'il fallait maîtriser pour moi, c'était déjà d'apprivoiser l'appareil. D'accord, oui, c'est ça. Parce que ça reste un étapes, outil. hein. Oui. Ça reste un outil, ça va qu'on pas... découvre que, oui. Mais principalement, comment utiliser ces images-là pour raconter ce qui me touche. D'ailleurs, le point qu'il a dit, on vit le moment, mais on voit aussi les choses autrement. C'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un qui est créatif et très sensible par rapport à son environnement, par rapport aux personnes qui l'entourent, par rapport aux différentes auras qu'il y a. Donc il y a beaucoup de choses qu'on absorbe et... C'est vrai. Disons, mon âme, elle absorbe les choses, elle les garde dans un coin et après ça revient. Tout après, ressortir. quand ça revient ça fait du bien de tout ressortir. Dans différents supports. Ça peut être une photo ou un court-métrage. Et justement, avec quel type de photo vous avez commencé? Qu'est-ce que vous avez pris au départ? Au départ, on commence à photographier son environnement, sa famille, son entourage, un verre sur la table, des plantes, des chats, les trucs qu'on connaît. Très bien. Et c'est toujours mal cadré, c'est toujours flou. Et c'est là qu'on se perfectionne, c'est petit à petit. Et sachant que j'ai eu l'appareil tardivement, j'ai pu avoir un appareil tardivement, donc j'ai commencé par un petit compact au départ. Et j'ai eu une courte période où il y avait un appareil photo avec une pellicule, en fait. Mais j'ai jamais pu les développer. D'accord. Donc je ne sais même pas est-ce que c'est bien exposé ou pas. Mais plus tard, ça viendra, voilà. Mais plus tard, j'ai pu quand même me former plus tard dans la photographie argentique pour réellement maîtriser le processus. D'accord, très bien. Et ensuite, vous avez un petit peu dévié vers autre chose, n'est-ce pas? L'ambition, elle a grandi. Voilà, l'ambition vous a un petit peu dépassé. Dans ma période photo, je me suis perfectionné. J'ai commencé à faire des reportages sur le patrimoine, à faire de la photo expérimentale, à essayer de conceptualiser certaines idées et à faire de la photo minimaliste. D'ailleurs, ça me parle beaucoup par rapport à la Casbah, parce que moi, à la Casbah, je me suis agréablement pris la tête dans la cité. En fait, il faut savoir que dans les couloirs de la ville, quand on surveille le positionnement du soleil, il y a des couloirs qui changent complètement de texture et d'ambiance. D'accord. Et donc, j'ai essayé surtout pendant les horaires zénithales, en fait. Et c'est le même effet qu'il y a à Ardaya aussi. D'accord, ouais. Donc, j'ai essayé de développer des sujets photos autour de ça. D'accord. Et il y a eu aussi la période photo de nuit. C'est un incontournable. Mais après cette phase-là, j'ai ressenti le besoin de raconter des histoires avec du son. C'est ça. Justement, puisque vous parlez de ça, on va revenir justement au documentaire sur le patrimoine. Vous avez aussi eu un prix, on va en parler. Mais juste avant de vous parler d'animation avec musique, justement, on a une petite vidéo, un petit extrait qu'on va découvrir et vous allez nous dire de quoi il s'agit. Allez. D'accord. Whispers of the Heart.
Oui, les murmures du cœur. D'accord. Donc, c'est une bande-annonce là qu'on vient Oui, de voir. c'est une petite bande-annonce de mon premier court-métrage d'animation. Donc, c'était un challenge que je me suis fixé il y a 2 ans de ça. Et donc, il faut apprendre les techniques, sachant qu'avant tout, je suis autodidacte. Donc, Oui. je passe beaucoup de temps Oui. à bouquiner, à apprendre sur Internet, C'est à ça, expérimenter. oui. Et donc, il fallait aussi apprendre à... Disons, le dessin, je l'ai hérité surtout de ma mère. D'accord. Mais je ne me considère pas réellement comme un bon dessinateur confirmé. Mais disons, j'utilise mes handicaps comme un avantage. D'accord. Donc, je me dis, je suis limité sur certains points, mais je peux les exploiter pour développer mon idée au final. D'accord. Et par rapport à ce projet-là, c'est un projet qui a été fait avec un autre projet aussi, qui s'appelle les échos de l'âme. Ça m'a pris pratiquement 2 ans de travail pour animer. Le premier, c'est un court-métrage de 4 minutes. C'est ça. Le second, c'est un court-métrage de 6 minutes. D'accord. Et donc les deux, ça prend énormément de temps. Et justement, c'est des techniques que vous avez appris sur le tas, n'est-ce pas, et que vous avez développées sur le tas. Principalement, c'est de la photo au départ, parce que c'est du stop motion. Donc, donc le stop motion, c'est de l'image par image. Et donc déjà, pour avoir, il faut que les téléspectateurs sachent, enfin pour ceux qui savent, une seconde, c'est pratiquement 24 images. Donc chaque seconde, il faut que je prenne en moyenne 24 images, mais en réalité là, dans le premier, j'ai environ entre 21 et 22 images. Oui, là on est en train de voir justement la deuxième vidéo. Oui, celui-là c'est le second. Déjà, même dans l'animation, c'est beaucoup plus fluide. D'accord. Parce que, disons, la première tentative m'a montré mes limites et m'a permis aussi de me perfectionner sur certains aspects. Surtout dans la maîtrise des logiciels, parce que je combine entre prise de vue réelle et animation sur ordinateur. Donc faire cohabiter les deux aussi, c'est assez compliqué à faire. C'est ça. Et au départ, quand on commence, on ne sait pas forcément vers quoi on va. Bien Donc, sûr, oui. Le processus de départ qui m'a pris 6 mois, maintenant, il me prend 3 mois. C'est ça, c'est ça. 3 mois ou 2 mois. Donc là, j'ai raccourci les durées. Oui. Et mon ambition dans l'animation, c'est vraiment d'utiliser les contes qu'on a, les contes traditionnels qu'on a, parce qu'il y en a beaucoup. Bien sûr, oui. L'Algérie, elle est riche en contes anciens et en thèmes chéroutes, comme on dit, à Tizouzou, etc. Il y en a plein dans toutes les régions. Oui, c'est vrai. Et mon but, c'est de transformer ça dans des petits courts-métrages d'animation. Oui, très belle idée pour qu'ils soient vraiment accessibles, justement, aussi. Hein, et pouvoir les vivre et les connaître différemment. Oui, s'approprier la matière et la transformer dans quelque chose qui est compréhensible par tout le monde en général. Exact. Après, le but d'une œuvre aussi, c'est pas d'imposer notre point de vue uniquement. Bien sûr. Le spectateur, quand il la voit, pour moi, mon Graal, c'est que la personne s'approprie ce qu'elle voit. Exact, à chaque fois. C'est ce que disait aussi tout à l'heure, justement, Kamel Beltalash. On va revenir, on continuera de parler de ça, mais on va revenir au documentaire sur le patrimoine. Donc, que vous avez aussi, c'était une étape que vous avez franchie, j'ai envie de dire. Donc, à quoi vous vous êtes intéressé, justement? Quels sont les volets que vous avez Alors, c'est très lié à la période photo. Parce qu'au départ, j'étais en stage en 2017 à Tizi Ouzou, donc j'ai commencé à visiter en Kabylie, il y a 7 villages principaux. Oui. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je commence par le village du Tapi, parce que c'est le moins documenté des 7. La plupart a été nés là pour... C'est-à-dire on en a moins parlé. Voilà, c'est ça, on en a moins parlé par rapport au... Donc, mais c'était un gros travail parce que il y a une association de femmes tisseuses là-bas qui sont très protectrices par rapport à leur patrimoine. Et je salue Narnima si elle me voit. Jalousement, qui protège jalousement. Donc, disons, de 2017 à 2019, j'ai fait que des va-et-vient entre Azazga et Haïti Hicham pour connaître le village, sympathiser avec les tisseuses. Et au départ, j'avais fait un reportage sur elle, un reportage photo. Mais finalement, leur histoire, elle est tellement immense. Le village, il regorge de pratiquement
Le village est lié à la révolution algérienne pratiquement. Il y a une Ghanima, il y a une Ghanima qui est décédée normalement en 94. Mais elle, c'est la fondatrice. Elle a repris l'école du tissage qui était une école. Les écoles qui étaient éparpillées pendant l'Algérie coloniale. Donc, elle a récupéré l'école, elle a formé des femmes pour pouvoir travailler. C'est ça. Parce que dans cette période-là, il y avait. Oui, mais donc elle a su transmettre justement ce à elle toute savoir-faire. seule, elle a créé une économie locale. Oui. Elle a formé des femmes. Et elle ramenait même à l'époque de la laine pratiquement de Ouargla. Voilà, donc elle avait ses fournisseurs aussi. Et ce qui est drôle, c'est que moi, quand je suis parti faire le reportage, il y a une autre Ghanima. Elle s'appelle aussi Ghanima et elle a été formée par l'autre Ghanima. D'accord, oui. Deuxième génération. Il y a un paradoxe qui est drôle dans cette histoire, c'est comme si elle s'est réincarnée en cette femme. D'accord, oui. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à sympathiser avec elle. Finalement, elles m'ont adopté. Oui. Donc elles m'ont permis de faire un documentaire sur elle. C'est ça. Et justement, le documentaire a même été primé. Il a été primé l'année dernière dans le festival Afrique Lab à Toulouse, mais pas que. Ouais. Il a vraiment tourné dans différents pays. Il a même représenté l'Algérie à Bruxelles avec Héliopolis. Voilà, c'est ça. Donc il a fait le tour. Il a bien tourné. Mais il faut savoir c'est un bel héritage en tout cas que vous avez pu et su exporter. Sachant que la maman de Ghanima, elle est décédée malheureusement en 2022. Donc, bien sûr, c'est un trésor que vous avez entre les mains. Et elle faisait partie pratiquement de la seconde génération de tisseuses. La Ghanima actuelle, c'est la 4e génération. Et il y a encore du travail à faire. Oui, tout à fait. Et vous avez aussi choisi une autre thématique, donc les tisseuses. Et il y a aussi un autre documentaire. Il y a le village de Hetosen qui est à Bousgan. Aussi. C'est un village pratiquement de forgerons. C'est ça. Donc j'ai fait un documentaire là-bas. Je suis resté en immersion pendant... La première fois, c'était 15 jours. Après, je suis reparti un mois. Enfin, c'est ça. C'est un travail de collecte au fur et à mesure. Oui. D'information surtout. Mais quand je suis parti pour tourner, ça a duré environ une semaine. Voilà, en tout cas, c'est des métiers nobles et bien évidemment transmis de génération en génération. Oui, c'est très important pour qu'ils ne se perdent pas, parce qu'il ne faut pas perdre ces métiers. Le maître forgeron actuellement qui est toujours dans... il faut savoir qu'à Hetosen, ils ont un musée dans le village qui raconte l'histoire du village. C'est un village très, très organisé. Et ils ont une forge qui a pratiquement 100 ans. D'accord. Sans exagération aucune. Oui. Avec les anciens soufflets traditionnels. Quelle chance d'avoir été justement à la rencontre de d'abord, ce que j'ai filmé, dans le documentaire, en 2024, il a maintenant 88 ans, je pense. D'accord, là, il pratique toujours la forge. Ouais. Et c'est impressionnant de voir ce travail-là parce que c'est un métier qui mixe tous les éléments. Exact. Il y a une espèce de côté mystique dans leur métier. Il y a le fer, il y a l'eau, il y a le charbon. C'est vrai. En tout cas, c'est un savoir-faire extraordinaire. Et c'est un travail en fait indépendant parce que au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience en me documentant surtout. Au départ, avant de commencer à faire certaines formations. Au départ, j'ai appris dans le tas, comme on dit, avec Internet, les bouquins et en pratiquant surtout. Mais après, à un moment donné, il faut vraiment avoir une base qui va discipliner tout ça. C'est ça, très bien. En tout cas, de belles thématiques, j'ai envie de dire, que vous avez choisies, qui sont très importantes et bien évidemment à encourager et à mettre en avant, parce que c'est un savoir-faire ancestral et qu'il faut garder bien évidemment et transmettre à la jeune génération. J'ai l'intention de continuer. Oui. Donc il faut continuer le travail. Et vous viendrez bien évidemment partager toutes ces belles idées avec nous. Et il y a aussi l'exposition à laquelle vous avez participé il n'y a pas longtemps. Donc déjà, vous avez réalisé cette couverture, très sympa. C'est une technique en light painting avec des lasers. D'accord.
C'est en longue exposition. Un confrère, il sait exactement de quoi je parle. Oui. Ça prend énormément de temps et Ouais. le rendu, au fait, on ne le contrôle pas réellement. D'accord. Ce qui est intéressant avec ces techniques, c'est que c'est la lumière qui décide de ce qu'on va avoir. D'accord. Et donc, la Asda al-Ruh, Voilà, les échos de l'âme. les échos de l'intitulé l'âme, de elle porte l'exposition. le nom du court-métrage, du second court-métrage que j'ai réalisé. Et je suis très fier de ce projet-là parce que j'ai rarement eu l'occasion d'exposer dans mon pays, quoi. Donc, mais là, être avec un groupe pareil, surtout avec Mostafa Addan qui est Oui, bien sûr, quand ça. qu'on salue déjà s'il Bien regarde sûr. l'émission et Oui. qui n'est pas Oui, il présenté. regarde, il regarde. Il est même passé avec nous. Et Rachid Djellal, Voilà, donc un Tariq groupe, Awamer et Delouche aussi. Donc être parmi ces personnes-là, surtout quand ils ont vu mon travail et surtout Tariq qui a vu mon travail et qui Ouais. a... Justement, ça permet, les expositions, ça permet vraiment d'aller à la rencontre du public, effectivement. d'exposer le travail en direct. C'est bien. Et le côté exceptionnel de cette exposition, parce que c'est une exposition intergénérationnelle. On passe d'un extrême à un autre. Il y a Mostafa Addan qui est plus âgé et moi je suis plus jeune. D'accord. Et les œuvres, en fait, elles ont été faites chacun dans son monde et chacun dans sa propre sensibilité. Voilà, et justement, il y avait quoi en plus de. Qu'est-ce que l'exposition proposait? Elle propose une réflexion déjà sur notre intériorité, sur notre existence, sur le multivers. Il y a même il y a le projet de Tariq qui est composé d'équations mathématiques qui questionnent la réalité et les réalités qui nous entourent. Ça, c'est les œuvres de Rachid Djellal. Et donc, chacun questionne, on va dire, son âme, parce que c'est le titre de l'exposition. Exact, tout à fait, les échos de l'âme. C'est notre âme, et est-ce que c'est cette âme-là, en fait, qui est nous, et nous sommes en train de produire des choses, et ces œuvres-là vont rester, et on va retourner vers le cosmos, parce que le film d'animation était projeté aussi pendant l'exposition, donc les gens pouvaient voir les œuvres et aussi le film qui complétait l'œuvre. D'accord. Un bon rendez-vous en tout cas, j'imagine. Je pense qu'elle est toujours à la Galerie France Fanon. Il y a encore les œuvres exposées, donc Voilà. si Bien les sûr, personnes sont intéressantes d'aller voir. Donc, Exactement, donc pourquoi pas un petit tour du côté de la Galerie France Fanon, le week-end, pourquoi pas, pour aller découvrir toutes ces œuvres. En tout cas, de belles choses. On va continuer d'en parler, hein, c'est pas fini. Ce que je vous propose, c'est de découvrir un autre reportage et on revient juste après. Allez. Cela fait partie des exercices que propose Younes Taleb, monsieur atelier théâtre de l'association La Grande Maison de Tlemcen. Il s'agit d'improviser une scène et essayer d'imaginer la suite, un exercice que maîtrise parfaitement l'autodidacte. Amin Hafhaf, qui était mon professeur de théâtre, et Fouzi Qara aussi, que je salue. Donc c'est eux qui m'ont un petit peu initié à cette discipline et montré le chemin en quelque sorte pour pouvoir ensuite prendre un atelier, animer un atelier de théâtre. Et voilà, pour moi le lieu représente un lieu de création. D'abord pour sa situation, il est situé à Oumchour. Et tout ce palais regorge d'histoires incroyables. Il y en a ceux qui viennent pour rester. Enfin, il y en a ceux qui viennent pour faire 2 séances, 3 séances. Ils découvrent, ils voient qu'est-ce que c'est. Et puis, il y en a ceux qui, voilà, ils se découvrent eux-mêmes. Et voilà, il y en a ceux qui viennent à d'autres fins, c'est-à-dire ils veulent juste avoir une idée globale, générale sur le théâtre. L'étape marche normale. On respire. Céline, 19 ans. Et pour moi, le théâtre, c'est surtout le moyen de m'exprimer et de laisser libre cours à ma créativité. Sarah, 19 ans aussi. Pour moi, le théâtre est un échappatoire, ma safe zone où je peux me permettre d'être ce que je veux sans me soucier du regard des autres. Jazia, 19 ans. Pour moi, le théâtre, c'est avant tout une expérience humaine où il y a beaucoup de partage et de joie de vivre. Yassine, 19 ans. Et pour moi, le théâtre, c'est une manière de s'exprimer sans être jugé. أنس 26 سنة المسرح هو أبو الفنون وأنا الإكسبيرونس تاعي هو أنه
عندي بزاف تاع المواهب المسرح هو اللي خلاني نترجمهم على أرض الواقع. Riyad, 20 ans. Pour moi, le théâtre, c'est un art complexe qui nous permet de nous exprimer. Elissa, 18 ans. Pour moi, le théâtre, c'est une manière de sortir de ma zone de confort, de me dépasser et de dépasser mes peurs. Youssef, 15 ans. بالنسبة لي التياتر باش نديفوليو كاع لا موفاز انرجي. L'aventure commence il y a quelques années avec Derb Cinéma, un club créé par l'association La Grande Maison. Des réalisations cinématographiques sont adaptées alors au théâtre, puis présentées une fois par mois en ville à la salle Chenderli. Le 4e art s'impose donc comme une forme d'expression. Des jeunes et moins jeunes sont inscrits ici. Quant à l'inspiration, quoi de mieux que l'enfant de Tlemcen, Mohamed Dib, pour offrir des ponts de mémoire et de créativité. Mais pas que. Par exemple, dans notre dernier projet, nous avons plus voulu rencontrer Mohamed Dib lors de notre création. Donc le point de départ n'était pas Mohamed Dib, on l'a rencontré en cours de chemin et c'était tout aussi passionnant. Nous sommes partis vers un laboratoire de création littéraire. Donc on a fait une production de texte, original. Donc c'est les membres de l'atelier eux-mêmes qui ont construit le texte et qui l'ont retravaillé et retravaillé avec Khero Malte, qui a été à la chefferie de l'atelier écriture. Et puis on a créé notre petite histoire ensemble et on a décidé de la jouer ensuite. Et puis ça s'est transformé en court-métrage. Pour le théâtre, maintenant, nous sommes à la création d'un nouveau projet. C'est un projet un peu onirique et métaphysique, comme l'a fait Mohamed Dib d'ailleurs dans son écriture, dans son deuxième volet d'écriture. Et voilà, on n'en dit pas plus. Pour le moment, il y a 2 mots, c'est le mystère du Shadaï. Entre le théâtre et le cinéma, les expériences s'enchaînent donc et ne se ressemblent pas. Pour donner naissance à des œuvres exceptionnelles, seule limite l'imagination. Voilà, donc une belle expérience théâtrale, encore une fois. Tous les arts sont présents cet après-midi dans notre émission et c'est un reportage signé notre collègue Filla Abraz. Filla Bennour. Voilà, donc un beau reportage, encore le théâtre, les planches, donc les étudiants qui apprennent et qui aiment ça. Et justement, c'est le cas de Riyad, vous faites aussi ça, n'est-ce pas? Exactement, oui. N'est-ce pas? Tout à fait. Parce que vous, il y a quelques années, déjà, vous vous êtes lancé dans un projet. Depuis 2016, en fait, c'est notre 9e édition cette année, donc notre 9e année. Et il y a du nouveau. Cette année, on a élargi notre audience. Donc, on s'occupe même des adultes. Donc, notre programme Deal Summer Camp, qui est un programme spécialité, est un programme de 3 semaines où l'on propose à nos apprenants 48 heures de formation par langue. Alors, cette année, il y a du nouveau parce que par rapport aux années précédentes, on proposait plusieurs ateliers, plusieurs activités et on touchait un besoin par rapport aux parents c'est devenu une garderie. Oui. On est d'accord? C'est-à-dire, pas garderie, mais c'est vrai que les vacances, les enfants sont à la maison, ils font rien d'intéressant, donc on essaye quand même de trouver un plan B pour leur permettre d'apprendre tout en passant du bon temps. Et vous avez pu concrétiser ce rêve, ouais. D'accord. Rêve de parents. Donc c'est un programme de 3 semaines où les élèves sont présents chez nous pendant 4 jours, 4 fois par semaine, chaque dimanche, lundi, mercredi et jeudi, toute la journée. Concernant les matinées, c'est tout ce qui touche à la formation de langue. Et les après-midi, c'est des ateliers de conversation où on pratique, parce que cette année, notre objectif, c'est la communication. Oui. Donc voilà. Et concernant chaque mardi et chaque samedi, donc on organise des sorties pour joindre l'utile à l'agréable. Et voilà. Très bien, en tout cas, belle idée, surtout en cette période de vacances scolaires. On va peut-être parler de l'apprentissage des langues. Justement, est-ce que les méthodes diffèrent et il y en a qui sont plus, où le résultat est meilleur par rapport à d'autres? Bien sûr. J'imagine que oui. D'accord. Alors, concernant, on va diviser les méthodes par rapport aux apprenants. Donc, je vous donne un exemple. Cette année, je m'occupe des enfants. J'ai repris mon petit ballon et j'enseigne le français. Alors, certains parents diront que utiliser un ballon va créer de l'anarchie au sein du groupe. De la classe. Mais
Mais si on instaure des règles, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand je lance le ballon, l'enfant qui reçoit le ballon uniquement a le droit à la parole. Donc déjà, ils vont s'habituer à ça. Oui. Donc ils vont être disciplinés. Donc je vous donne un exemple par rapport aux enfants. Les enfants ne sont pas comme les adultes et ils ne sont pas comme les adolescents. Oui, ils aiment s'amuser. Ils se lassent rapidement. C'est vrai. Pour garder l'attention, il faut avoir justement les méthodes. Il faut être créatif avec les enfants. Voilà, c'est ça. Par rapport aux adolescents et aux adultes, il y a une nouvelle méthode qu'on emploie, que ma collègue Rima emploie, pour enseigner le français. Donc c'est une dictée intelligente et amusante, en utilisant des chansons, enfin des chansons tendances de leur âge, qu'ils connaissent. Donc c'est des lyrics, il y a toujours un vide, il y a un vide, et ils doivent le remplir. D'accord, oui. Voilà. Alors concernant la mise en situation réelle, donc c'est ce qu'on fait l'après-midi. Donc les matinées, comment dirais-je, les matinées, on enrichit le racine loraoui de nos élèves, donc le vocabulaire de nos élèves. Ça. Et l'après-midi, on pratique ça avec des mises en situation réelles. Donc par exemple, on leur apprend le jargon ou les termes qu'on emploie à l'aéroport. Et l'après-midi, c'est comme une pièce théâtrale où on met deux apprenants, par exemple. Un apprenant représente un client et une apprenante. C'est-à-dire vivre la situation réelle. Voilà. Donc il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre une langue que d'être exposé à cette dernière. C'est ça, c'est ça. Donc effectivement, les méthodes, il faut qu'elles soient très créatives pour que les enfants puissent bien évidemment apprendre et surtout pratiquer et ne pas se lasser. Ne pas se lasser. Très important. Ouais. D'accord. Et puis vous avez pensé aussi à aérer l'esprit des enfants, plus de l'apprentissage, justement à ces sorties qui, j'imagine, sont très bénéfiques, surtout en cette période de vacances scolaires, n'est-ce pas? Très bénéfiques, surtout pour les parents. Oui, aussi. Donc, concernant nos sorties pour le moment, ce sont des sorties uniquement de loisirs. Donc, on vise les parcs aquatiques. Oui. Déjà, pour être honnête, aujourd'hui, j'ai organisé une sortie. On vous a fait rater une sortie. Je sais, toujours un plaisir. Ils doivent être tristes de ne pas être. Vous ne soyez pas avec eux. Ils doivent m'attendre. Et on compte organiser plus tard des sorties culturelles, comme l'a dit monsieur. Oui. J'aimerais bien emmener nos élèves à la Casbah. Oui, bien sûr, c'est à visiter absolument, tout à fait. Exactement. C'est une richesse aussi pour eux. Exactement. Il y en a sûrement qui ne l'ont jamais fait. La majorité. C'est ça. La majorité, voilà. Oui. Donc, voilà, quoi d'autre? C'est ça, donc il y a des lieux comme ça que vous envisagez de faire découvrir aux enfants. Voilà, donc des lieux historiques, des musées, même des entreprises. C'est intéressant. Pour qu'ils découvrent un petit peu le monde du travail. Je vous conseille d'abord, avant de rentrer à la Casbah, d'aller au musée la maison du deuil, plus la poudrière. C'est un endroit extraordinaire. Oui, c'est vrai. La poudrière. Oui. La maison du deuil, juste en face, parce que Bzam al-Bab a été restaurée. la maison du deuil. En face, la poudrière a fait. Voilà. C'est un endroit extraordinaire. Oui, il a été restauré absolument. d'une façon extraordinaire. Très bien. Et donc, c'est des stages d'été qui durent toute la journée. Les enfants sont avec vous toute la journée, n'est-ce pas? Exactement. Donc, de 9h à midi, après pause déjeuner, et on reprend de 13h30 jusqu'à 16h30. D'accord. Et vous allez le faire tout cet été? Exactement, tout cet été. Alors, la première session va se terminer le 11 juillet. Après le temps de relancer les inscriptions et tout, on compte reprendre vers le 20 juillet ou quelque chose comme ça. D'accord, très bien. En tout cas, une belle idée et de belles choses que vous partagez à chaque fois avec les enfants. Et c'est pour ça qu'on tient à vous inviter à chaque fois pour justement parler de toutes ces choses qui font du bien aux enfants, même pendant les vacances scolaires. Voilà. Mourad, quels sont vos projets aujourd'hui? Il y en a un tas. Là, je suis en train de réfléchir à faire le 3e film d'animation. D'accord. J'ai commencé une partie. Là, je suis en train de voir comment je vais terminer l'histoire, en fait. D'accord. Parce qu'il y a des fois, on part vers un truc, après ça change. On découvre qu'on peut aller plus loin.
Mais le projet qui me tient le plus à cœur, c'est la suite d'un documentaire très personnel que j'avais réalisé en 2022, qui a eu le premier prix en court-métrage. Il a été élu meilleur court-métrage documentaire arabe en Jordanie. D'accord. Il s'intitule La voix de ma mère. C'est un hommage à ma défunte mère qui est décédée en 2018. Et j'avais toujours voulu faire une suite à l'histoire de mes parents. D'accord. Et le deuxième va s'intituler Le visage de mon père. D'accord. Donc c'est une introspection, on va dire, personnelle. C'est des documentaires cathartiques sur les histoires que j'ai vécues en général. Et de toute manière, pour moi, un créatif ou un artiste se nourrit avant tout de lui-même. Exact. Et justement, avant de finir, en parlant de toutes ces techniques que vous apprenez, est-ce que vous pensez justement à former, par exemple, des jeunes? Alors, pour la formation, j'ai eu l'occasion de... J'appelle pas forcément ça des formations. C'est beaucoup plus des initiations ou des workshops courts. C'est ça. Et surtout en photographie, parce que j'ai beaucoup plus enseigné en photographie, surtout à Tizi Ouzou, chez 2 écoles différentes. Et le but pour moi, c'était avant tout de leur transmettre une vision. Parce que le principal problème que j'ai constaté dans les écoles de formation en général, enfin c'est mon point de vue, mais pour moi ils forment à la chaîne en fait. Et parce que le principal but c'est évidemment la rentabilité et le coût. Et je trouve que les étudiants qui s'intéressent aux arts ou qui s'intéressent à la photo ont pâti de ça. Et la technique à elle seule, sans vision, pour moi, ne sert à rien. Donc, je les oriente beaucoup plus vers les différents en fait, influences artistiques qui ont utilisé la photographie dans leur style. Pour citer seulement les surréalistes, c'est ça. Ils ont utilisé beaucoup dans la photo. Je leur parle de Man Ray, par exemple, à titre d'exemple. Et c'est des formations en général, enfin, c'est des workshops qui durent j'essaie de les faire durer dans une semaine. D'accord, voilà, des stages courte durée pour justement. Mais c'est toute la journée. C'est des trucs de toute la journée. C'est pas toutes les informations nécessaires. Et j'essaie, j'ai fait ça à une certaine période. Après, j'ai évolué vers le montage. D'accord. Parce que pour moi, si on veut être réalisateur, on doit en premier maîtriser 2 choses essentielles. Bien sûr. L'écriture et le montage. Et le montage, c'est vrai. Riyad, pourquoi pas des workshops avec les moins jeunes, bien évidemment, avec Mourad. On va collaborer. Ah bah oui, c'est sûr, je pense. En tout cas, une belle collaboration parce que c'est vraiment des domaines très intéressants et enrichissants pour les enfants. Et puis, on va finir avec Kamel. Petit rappel, donc, exposition demain le dernier jour. Et peut-être, Inch'Allah, la prochaine. Il y a une expo qui me tient à cœur. C'est des storyboards que j'ai réalisés avec 2 grands réalisateurs, Azdin Meddoun, Allah yarhamou, et Jamal Ben Deddouch. C'est des storyboards qui me tiennent à cœur. J'aimerais peut-être, Inch'Allah, je vais les exposer parce que les originaux, déjà pour faire connaître aux gens, c'est quoi un storyboard? Parce que le premier, c'était en aquarelle, le deuxième, c'est le dessin au crayon. C'est plus de 200 planches à 300 planches que je vais essayer d'encadrer. Très bien, et bien vous viendrez partager bien évidemment ce projet avec nous. Je l'ai fait avec la télévision. C'est ça, et avec les téléspectateurs, vous serez bien évidemment le bienvenu. Merci à tous mes invités. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir permis de passer cet agréable moment. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver demain, toujours à la bonne heure de 15h à 16h. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir.